Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Au Proche-Orient, la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran a d'abord fait bondir les marchés et reculer le pétrole. Une euphorie de courte durée car sur le terrain la tension est maximale. Les bombardements et les ripostes se poursuivent tandis que le détroit d'Ormuz ne rouvre qu'au compte-gouttes. À quand un retour à la normale? À quel prix? Quelles conséquences pour le commerce mondial, l'énergie, l'inflation et pour nos économies? Qui sont les gagnants et les perdants de cette crise? Eh bien, de toutes ces questions, on en débat précisément avec mes invités autour de la table. Alexandre Baradez, bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse marché pour la société de trading IG France. Omayoun Falachani, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler, spécialiste des flux et des marchés de l'énergie. Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en finance durable, fondatrice d'Actors for Sustainability, qui forme les dirigeants notamment aux enjeux de la transition énergétique. Et Franck Rubanovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CLE, association de grandes entreprises fortes consommatrices d'électricité et de gaz. Le détroit d'Ormuz est au cœur des négociations entre Téhéran et Washington. Ce passage stratégique reste quasiment fermé. Les gardiens de la Révolution ont même redessiné les routes que doivent emprunter les navires car ils seraient minés. Les précisions de Lou Kissiela. Seuls quelques cargos ont pu franchir le détroit d'Ormuz depuis le début du cessez-le-feu et ils sont quasiment tous iraniens. Téhéran maintient son emprise sur ce passage stratégique et impose même ses nouveaux itinéraires uniques. En rouge pour entrer, en vert pour sortir, au plus près des côtes iraniennes. La zone sud du détroit est présentée comme dangereuse, c'est-à-dire minée par les gardiens de la Révolution. De manière à être protégé de possibles collisions avec des mines, en coordination avec la marine des gardiens de la Révolution, jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran veut conserver le contrôle total du détroit et prévoit d'y imposer un droit de passage, à raison d'$1 par baril, sachant qu'environ 20 millions de barils y transitaient chaque jour avant la guerre. Une telle taxe irait contre la liberté de navigation, principe fondateur du droit maritime défendu par l'ONU. Les États voisins exportateurs de pétrole, Washington et des dirigeants européens se sont vivement opposés à cette menace. Il est dans l'intérêt vital de l'Italie, de ses partenaires européens et occidentaux, que la liberté de navigation soit pleinement rétablie dans les mêmes conditions qu'avant le 28 février, afin de normaliser la situation tendue sur les marchés de l'énergie, des matières premières, des engrais et d'autres produits essentiels à notre économie. Le blocage d'Ormuz a perturbé les marchés mondiaux de pétrole, mais aussi ceux du gaz, de l'aluminium, de l'hélium et des engrais. Le prix de toutes ces ressources a flambé ces dernières semaines et menace donc les industries agricoles, automobiles, médicales ou encore de la construction. Franck Rubanovic, on le voit aujourd'hui, seule une poignée de navires franchissent ce détroit d'Ormuz. J'imagine que ça vous inquiète. Bien sûr. Comment concrètement les entreprises que vous représentez le ressentent, sont impactées? Alors, ça dépend évidemment du type d'entreprise. Il y a un effet retard qu'il faut souligner dans cette crise, puisqu'en fait, on a mis un bouchon sur les détroits d'Ormuz. Beaucoup des matières premières, notamment le gaz, le pétrole et les matières premières plastiques, etc., mettent un mois et demi avant d'arriver en Europe. Donc à court terme, on n'a pas eu d'impact opérationnel. On va avoir un impact opérationnel fort si ça continue. Vous n'avez pas eu de pénurie quand vous On n'a parlez pas eu de pénurie. En revanche, l'impact qu'on a eu, c'est sur les prix, puisqu'instantanément, les prix ont commencé à monter, notamment les prix du gaz, que nos entreprises utilisent massivement. Alors, le gaz a flambé. On est quand même loin de la crise de 2022, où le gaz était passé de 20 € du mégawattheure à 200 € du mégawattheure. Donc le gaz avait été multiplié par 10 en 2022. Là, on est plutôt sur une multiplication par 2 à peu près. Donc ça reste difficile, mais évidemment, si la crise dure, si le détroit reste bloqué longtemps, les prix vont continuer à monter. Donc aujourd'hui, en conclusion, nos entreprises sont dans l'attente. Donc en fait, elles ne font pas grand-chose. Elles ont arrêté d'investir, elles ont arrêté d'embaucher. Et elles attendent de voir comment tout ça va se dérouler. Dans le reportage, on entendait la chef du gouvernement italien qui sonnait l'alarme. La situation, elle serait plus critique pour les Italiens? Oui, parce que en fait, l'Italie est plus importatrice de gaz qatari que la France notamment.
Fort heureusement, nous, en Europe, globalement, notre gaz provient surtout des États-Unis, de Norvège, de Russie, sous forme de GNL, moins du Qatar, mais comme c'est un marché mondial, ça vient quand même impacter les prix, dans tous les cas. Ce gaz, ces dernières années, il a été vu comme une énergie de transition. Oui, vous diriez que c'était un mauvais choix stratégique. Alors, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant, et ça vient très bien d'être dit, c'est que donc la première crise, c'est 2022. C'est tout d'un coup une prise de conscience que, à la fois pour des raisons climatiques, puisque les énergies fossiles sont quand même un des plus grands facteurs d'aggravation du changement climatique, il fallait en sortir. Et pendant toutes ces années, c'est pour ça que l'Allemagne en particulier avait misé sur le gaz russe. On s'est dit, le gaz, c'est moins émetteur que le pétrole et le charbon, donc on va faire ça comme... C'est vraiment l'énergie de transition. Là-dessus, guerre en Ukraine. Donc là, tout d'un coup, ce discours-là pose problème. Et en fait, au lieu de s'interroger, ce qui me paraîtrait plus raisonnable, sur du coup comment on s'autonomise de ressources qui en plus ne sont pas fossiles mais renouvelables et qui nous permettraient effectivement de pouvoir faire tourner des usines et un certain nombre de choses avec des moyens de production énergétique originaux, on a commencé à se dire, du coup, on va s'approvisionner en GNL américain ou qatari, mais effectivement, on a des proportions moindres. Et là, on s'aperçoit à quel point on est encore plus en risque. D'abord parce que les États-Unis sont-ils encore nos alliés? Bonne question. Deuxièmement, les ports méthaniers pour accueillir ce GNL n'est pas encore terminé. Et il y a une Oui, il y a une forte probabilité que ça soit des actifs qui soient en fait qui ne soient jamais rentabilisés. Et en plus, on s'aperçoit que le gaz qatari, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des plans B pour sortir le pétrole d'Arabie Saoudite, par exemple, mais il n'y a aucun plan B pour sortir le gaz du Qatar s'il ne passe pas par le détroit d'Ormuz. Donc en plus, vraiment, le côté, c'est une solution, c'est une fausse solution. Donc ça devrait être déjà 2022 aurait dû être un fantastique moyen d'accélérer la transition énergétique et passer du fossile au renouvelable. Occasion qui a commencé mais qui s'est arrêtée assez vite. Mais alors là, le business case, j'allais dire, est là. Et c'est clair que ce n'est pas une solution. C'est une solution qui porte d'autres problèmes. D'autant qu'on parle de gaz, de pétrole, mais aussi l'industrie automobile, l'industrie agricole, les engrais, l'hélium, etc. sont touchés. Oui, complètement. La difficulté logistique, elle va au-delà de l'énergie. Elle va sur un certain nombre de matières premières, comme vous dites, l'industrie de la plasturgie, l'industrie de transformation, l'industrie agroalimentaire peut être potentiellement très impactée si la crise se poursuit. Humayoun, je vais avoir beaucoup de mal à prononcer votre nom, pardonnez-moi. Ce déblocage de cette artère, on l'a dit, qui est vital pour l'énergie, mais également pour le commerce international, passe-t-il fatalement par l'instauration d'un péage ? Alors je pense pas, même si actuellement c'est le cas. Actuellement, les bateaux, les navires qui arrivent à passer, selon les informations qui nous remontent, sont forcés de payer un péage, un droit de péage. Comme a été mentionné dans le reportage, environ $1 par baril. Donc ça représente pour un gros pétrolier 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Il semblerait que les acheteurs, ils sont prêts actuellement à le payer parce que les acheteurs du pétrole et du gaz, en l'occurrence c'est surtout le pétrole, le gaz ne passe plus, mais le pétrole qui arrive à passer, alors c'est très limité, on parle de 4 ou 5 navires depuis le début de la guerre, 4 ou 5 navires transportant du pétrole non iranien. Mais les acheteurs sont dans la volonté de le payer parce qu'ils ont tellement besoin de ces barils. On parle de pays asiatiques en l'occurrence. De pays asiatiques en effet, notamment l'Inde et la Chine. Mais je pense qu'à long terme, c'est très difficile d'imaginer que l'Iran puisse instaurer de manière formelle un péage. Ça va à l'encontre du droit maritime et puis surtout, d'un point de vue diplomatique, je dirais, c'est une posture qui serait très compliquée pour l'Iran de garder, notamment vis-à-vis des pays asiatiques et aussi des Européens, évidemment des États-Unis. Aucun, en fait, n'a intérêt à voir ce droit de péage instauré. Ça pourrait mettre un précédent important. On pourrait voir d'autres artères économiques dans le monde vouloir faire de même. Par exemple, le détroit de Malacca. Peut-être que pourquoi pas demain, la Malaisie demanderait un droit de péage également. Et finalement, je pense que le point le plus important là-dessus, c'est le positionnement des pays de la région qui, en fait, perdraient tout simplement leur pouvoir d'influence dans le marché pétrolier, notamment les Saoudiens, qui sont un peu la banque centrale du secteur pétrolier dans le monde. Le deuxième plus grand producteur après les États-Unis, le plus grand exportateur de pétrole, bon, plus aujourd'hui avec la baisse de la production. Mais je pense que pour ces pays-là, il est véritablement invraisemblable d'accepter ce droit de péage. Et à mon avis, on pourrait voir une escalade si l'Iran insiste. On pourrait voir ces pays-là
vouloir en fait saisir les armes pour ouvrir le détroit de force. Et d'ailleurs, dernier point, c'est que Oman, qui est donc le pays frontalier à l'Iran, qui possède 50%. Qui co-gère ce détroit, voilà. en théorie, avec l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères omanais, il y a quelques jours, a insisté sur le fait qu'Oman n'acceptera pas de droit de passage, en tout cas du côté omanais. Donc ils veulent absolument se désolidariser ici du point de vue iranien, qui, je pense, sur le long terme, ne sera pas du tout viable. Franck Robanovic, pour vous, ce droit de péage, s'il est instauré, ce serait quoi, un mal nécessaire ? À court terme, ce sera un mal nécessaire. Donc on peut imaginer que dans une phase de transition, il soit mis en place. Mais je partage tout à fait ce que vous venez de dire. C'est que de manière durable, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable. Donc on espère simplement que ce sera une mesure transitoire permettant de consolider le cessez-le-feu, mais que ce ne soit pas instauré dans la durée. Alors Donald Trump, lui, il rejette l'idée d'un péage imposé par l'Iran, mais laisse entendre que s'il doit y avoir péage, les États-Unis aimeraient bien en profiter. Ça vous étonne ? Venant de Donald Trump. Non, vraiment, parce qu'on connaît la étonne. personnalité de Donald Trump qui est très transactionnelle. Et je pense d'ailleurs là-dessus, les Iraniens veulent un peu jouer sur la corde sensible de l'administration Trump, en l'occurrence du président, en disant, bon, pourquoi pas se partager les bénéfices de ce droit de péage. Je pense que, en fait, ce que dit peu Donald importe Trump, le droit international. Oui, alors pour les Iraniens, évidemment, peu importe le droit international, pour Trump aussi dans une certaine mesure, mais je pense que alors les Américains, évidemment, ça va plus loin que l'administration Trump, ce que les États-Unis peuvent se permettre de faire. À mon avis, c'est plus un espèce d'avertissement du côté américain vis-à-vis des Européens, des Asiatiques, en disant « vous ne nous avez pas soutenus dans cette guerre, on serait capable de le faire ». Je pense que c'est plus du bluff. Je vois mal les États-Unis véritablement prendre ce genre de décision. C'est quelque chose de surprenant. C'est vrai qu'on voit que Donald Trump, par rapport à cette question de l'OTAN, et une pression particulière sur les Européens. Pourtant, quand on regarde ce qui passe par les trois d'Ormuz en termes de destination, en gros les pétroliers qui quittent les trois d'Ormuz vers où ils vont, prioritairement Chine, vous avez ensuite l'Inde en deuxième position, vous avez le Japon également, toute la partie Asie Sud-Est également, et finalement l'Europe là-dedans, c'est moins de 10%, je crois que c'est 7 ou 8% du volume total qui transite de produits pétroliers qui par les trois, qui est à destination de l'Europe. Donc c'est là que c'est assez, on voit bien que Trump a aussi ses bêtes noires, l'Europe en fait partie, alors finalement on n'est pas les plus dépendants, on l'est un peu, mais beaucoup moins que l'Inde, la Chine ou le Japon. Alors là aussi, c'est intéressant, c'est le côté, on sait que Trump veut à tout prix tenir le scénario business as usual, relancer les énergies fossiles, etc. Et donc là, ce qui est en train de montrer cette crise du détroit d'Ormuz, c'est que le modèle de l'économie mondialisée, où effectivement les produits plus ou moins manufacturés viennent de Chine, les matières premières aussi, etc., peuvent se coincer assez facilement. C'est-à-dire que les Iraniens disent maintenant on passe plus, on passe plus. Et donc du coup, et c'est ça qui souvent on est obsédé par le prix de l'essence à la pompe. Bon, c'est très important certes, mais c'est un tout petit bout de la lorgnette par rapport à l'ampleur de cette crise, qui quand même peut très bien arrêter les emballages plastiques en fait, parce que les intrants qui servent à faire les emballages plastiques sont bloqués. Donc on peut imaginer, c'est un sujet d'ailleurs majeur, la problématique du plastique, mais elle peut peut-être s'arrêter juste parce que le détroit d'Ormuz est fermé. De la même façon, tous les produits qui servent à fabriquer des engrais, donc les menaces sur l'agro-industrie et en particulier les intrants qui viennent du Brésil, sont très importants. Donc en fait, il y a un paradoxe en ce moment où celui qui veut à tout prix maintenir le modèle économique le plus dangereux pour la planète et les humains à très moyen terme, il va être empêché de le faire par des Iraniens ou pas, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Non, moi je voulais juste réagir sur ce que vous avez dit, la relativement faible dépendance de l'Europe au gaz qui vient du Moyen-Orient. C'est tout à fait vrai à court terme. Simplement, il faut se souvenir que les États-Unis, aujourd'hui, c'est 25% de la production de gaz, mais c'est que 7% des réserves mondiales de gaz. Là où les grosses réserves sont, c'est justement dans les pays du Golfe, en Iran et en Russie, ces trois-là représentent plus de 60% des réserves mondiales. Donc si on se projette à 5 ou 10 ans, on va être de plus en plus dépendant. De ces pays avec qui on n'est pas forcément amis. Et donc il va falloir qu'on réagisse. Sur le plan purement logistique, même si un accord intervenait demain, le retour à la normale ne serait pas instantané. Combien de temps faudrait-il pour laisser passer les files de navires qui attendent? Dans l'hypothèse, il y aurait un cessez-le-feu vraiment viable, durable, la fin de la guerre. Il faudrait, dans le meilleur des cas, environ 2 mois avant que le trafic retourne à un niveau assez semblable à avant-guerre. En fait, c'est principalement une question vraiment de confiance pour les bateaux, parce que les Iraniens disent qu'ils ont miné le détroit. On n'a évidemment pas de moyen de le vérifier, mais
ils n'ont pas vraiment ils ont pas mis un barrage qui empêcherait les bateaux de passer. Donc c'est plus une question de confiance pour les armateurs, les acheteurs de ces produits en provenance du Golfe Persique. Et donc pour que la confiance reprenne, en général, il faut un peu de temps. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, des petits problèmes logistiques. Par exemple, on a actuellement une centaine de pétroliers pour le pétrole brut coincés dans le Golfe Persique. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux pétroliers. Sur cette centaine de pétroliers, il y en a 85-90 qui sont déjà chargés. Donc il faudrait qu'il y en ait des nouveaux qui rentrent afin de pouvoir charger le pétrole en provenance de ces pays-là. Et en fait, au début de la guerre, on avait un amas de pétroliers juste à l'extérieur du Golfe Persique, dans le Golfe d'Oman, en attendant que la guerre se termine pour pouvoir entrer. Et en fait, beaucoup de ces pétroliers sont partis de la région pour aller charger en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis. Donc, le temps que ces pétroliers reviennent dans la région, il va falloir aussi du temps. Mais en termes de production, je pense que la majorité de la production devrait retourner à un niveau d'avant-guerre assez rapidement. Malgré... Même s'il il y a eu quelques attaques, notamment sur des champs de pétrole en Arabie Saoudite. Et au Qatar, le principal champ qui a été vraiment endommagé, c'est le champ l'usine de liquéfaction de gaz du Qatar, Ras Laffan. Pour le pétrole, il y a eu moins de dommages, mais certains champs qui produisent notamment du pétrole lourd, c'est du pétrole géologiquement qui est un peu plus complexe à produire. Il faudrait environ 3-4 mois dans un scénario idéal où il n'y a pas de contraintes d'exportation afin que la production revienne à la normale. Donc je dirais 3-4 mois maximum après la fin de la guerre. Et puis il faudrait peut-être rajouter d'un point de vue moins ethnocentrique qu'en fait, ce qu'a montré cette crise, c'est que les pays du Moyen-Orient, enfin du Golfe, sont totalement dépendants en termes agricoles, enfin en termes de nourriture. Ils exportent la quasi-totalité de leur nourriture. En termes d'eau, si on touche à leurs usines de désalinisation, ils n'ont plus d'eau. Et donc en fait, on est aussi sur là un modèle économique par rapport à des gens qui ont toujours été des géants avec des pouvoirs financiers colossaux, où en fait, c'est vraiment... Ça a aussi des gens révélé leur aux talons, fragilité, absolument. Ils ont des talons d'Achille. Vous avez 50% de la capacité de dessalement juste dans cette région et 25% seulement dans le monde, 25% seulement pour l'Arabie Saoudite. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de ces pays. Alors le paradoxe, c'est que l'Iran n'est pas dans ce cas. L'Iran est plutôt autonome en termes mais avec une sécheresse terrible depuis 6 ans. Donc, bien sûr. 3-4 mois. Pour les autres pays, c'est beaucoup plus. 3-4 mois, vous disiez, il faut reprendre un trafic à peu près normal. On imagine aussi que les armateurs risquent d'imposer d'importantes primes d'assurance, de devoir imposer d'importantes primes d'assurance, avec un risque de surcoût en bout de chaîne, de prix en bout de chaîne qui vont augmenter. Oui, c'est clair. Tout est une question de confiance. Et tant que les assureurs n'ont pas confiance, et on sait que les assureurs reprennent confiance bien plus tard que leurs clients, on peut avoir effectivement des surcoûts très conséquents. Donc nous, on ne s'attend pas du tout à un retour des prix du gaz et du pétrole avant au moins un an et demi. On pense que les prix vont rester durablement relativement élevé. Et pourtant, on a vu au début de la semaine, les marchés ont réagi aussi violemment qu'au premier jour du conflit, et plutôt dans le bon sens, positivement. Alexandre Baradès, des mouvements d'une telle ampleur en si peu de temps, c'est quoi? C'est inédit? Oui, c'est assez rare à la fois à la hausse comme à la baisse. C'est ça. Déjà, même les prix absolus qui ont été atteints, si on prend le baril de référence, qui est le baril américain, le WTI, on est monté il y a quelques jours, juste avant l'annonce du cessez-le-feu, à $117. Dans l'histoire des 30 ou 40 dernières décennies, même 50 dernières décennies, c'est des niveaux auxquels on est allé une fois avant la crise des subprimes, mais c'est retombé très très vite derrière. On y est un peu resté dans les années 2011, 2012, puis après on a eu ce qu'on appelle la crise des émergents qui est arrivée en 2014-2015, la trop de production, le prix des matières premières s'effondre. Et la fois d'après, c'était post-Covid et invasion de l'Ukraine qu'on atteint ces niveaux. Donc vous voyez, sur une période de 40 ans, on y allait 3-4 fois dans ces zones-là. Donc c'est vrai que c'était problématique par rapport parce que ça rappelle des souvenirs post-Covid, et c'est problématique parce que tout le monde se pose la question de la durabilité de ce mouvement-là. Donc c'est vrai que les mouvements qu'on observe sur le marché, on comprend que Trump ait voulu les faire baisser très rapidement, parce qu'en période préélectorale, mi-terme, si l'énergie reste sur ces niveaux de prix, c'est pas tenable. Et donc voilà, on est sur des niveaux de prix qui sont, on en parlera peut-être après sur la partie inflation, banque centrale ou autre, mais qui nécessitent une vigilance, sans pour autant, selon moi, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après, déclencher des réflexes de même nature que ceux qu'on a eu post-Covid. La prudence est quand même revenue de mise, puisqu'entre-temps, on a vu le pétrole qui est remonté un peu, les indices boursiers qui sont redescendus. C'est quoi? C'est quand même une certaine prudence face à une situation qui n'est, on l'a vu, pas du tout réglée. Non, c'est pas réglé, mais c'est vrai que là, on voit que
le premier réflexe, on a vu le pétrole monter aussi vite, en gros on était à $65 avant que tout se passe au niveau de l'Iran. $65, c'est un niveau de prix qui était relativement bas finalement. Le marché mondial était très bien provisionné, les bateaux circulent normalement, le niveau de production mondiale était très bon. Et on a un prix qui a doublé en l'espace de quelques jours. Donc on a vu tout de suite les acteurs, les banques centrales notamment commencer à tirer un peu la sonnette d'alarme parce qu'on s'est tous souvenus de l'épisode post-Covid. Mais c'est vrai que la partie d'inflation qui est arrivée post-Covid, elle arrivait sur des schémas très différents. C'est-à-dire qu'il y avait une stimulation absolument gigantesque de la part des banques centrales post-Covid, donc l'injection de liquidités massive dans l'économie et sur les marchés. Vous avez un marché d'emploi qui s'était tendu massivement aussi à l'époque. Le marché d'emploi était très tendu, donc les salaires... Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Vous avez, à l'époque, effectivement, une consommation qu'on avait appelée revancharde, c'est-à-dire les gens qui avaient été confinés pendant des mois, eh bien, ils ont consommé massivement, notamment aux États-Unis, post-Covid, et il y avait encore des problèmes logistiques d'approvisionnement de marchandises, donc les prix grimpaient en flèche. Et c'était ça la vague d'inflation. Aux États-Unis, on est monté sur une inflation à quasiment à 9%. Donc là, si on regarde les chiffres récents, en zone euro, on a une inflation qui est un peu repassée là de 2%, mais on avait 3 mois en dessous de 2%, donc on est repassé un peu de là de 2%, c'est pas la fin du monde. Et cet après-midi, on a les chiffres pour les États-Unis, là c'est assez frais, c'est-à-dire il y a quelques heures, on remonte à 3,3% sur l'inflation globale, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les schémas d'inflation des 9%. Donc le risque, il est là selon moi, c'est qu'il y ait un peu de surréaction dans les messages de politique monétaire notamment, où il serait dangereux, je pense, d'ajuster les taux dans ce contexte-là, parce que justement l'économie souffre de ce choc pétrolier, et donc voir les banques centrales remonter les taux à ce moment-là, ce serait plutôt une erreur d'opération. Si je puis me permettre en complément, ça serait comme s'il y avait des humains qui raisonnaient calmement sur le marché en question. Là, on voit bien que Trump dit blanc, et ça a un impact, il dit noir, et ça a un impact dans la demi-seconde. Donc on est plutôt sur du high frequency trading déjà, et surtout on est sur c'est-à-dire des mécaniques d'intelligence artificielle qui font que les réactions des marchés sont programmées sur un certain nombre de choses. À son premier mandat, c'était ses tweets. Aujourd'hui, c'est son clignement d'œil, quasiment, qui a un impact sur le pétrole, qui n'est absolument pas rationnel. Et surtout, il faut quand même se souvenir de deux choses. La première, c'est que qui a tiré un maximum de profit du fait d'être au courant du déclenchement de la guerre et de ses variations pétrolières, l'entourage de Trump. Donc il y a vraiment aussi ce côté de conflit d'intérêt, en tout cas de suspicion. C'était son intérêt effectivement à faire ça. Et l'autre chose qu'on a peu dit, c'est qu'au moment où il a pris le pétrole vénézuélien, très content d'avoir récupéré son pétrole, comme il l'a dit, il s'est aperçu que les majors lui disaient « Mais attendez, avec un pétrole à $65, le pétrole vénézuélien, il n'est pas rentable. » Donc en fait, on n'a pas envie d'y aller parce que c'est pas rentable. Et comme par hasard, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus rentable d'explorer certaines sources de pétrole quand il est au-dessus de $100. Moi, je veux juste réagir sur le problème inflationniste. Et je pense qu'en Asie, notamment, on est dans une situation déjà beaucoup plus critique. Parce que même si les prix de référence sont actuellement autour de 95-16, et comme vous l'avez rappelé, était allé autour des $120. En Asie, les prix sur les marchés physiques, donc vraiment le baril que vous achetez physiquement qui arrive dans votre raffinerie, et il a atteint des niveaux autour de 160, $170, notamment pour le pétrole qui continue à venir du Moyen-Orient, donc les deux alternatives qu'ont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc pour l'Asie, le problème, je pense, économique, il est d'ores et déjà très présent. On voit déjà des mesures, alors pas exactement similaires au Covid, mais des mesures qui s'y rapprochent, oui, de rationnement ou même de télétravail forcé. Et puis dernier point, je voulais juste mentionner sur le Venezuela. Je pense absolument, c'est totalement vrai ce que vous avez dit. À mon avis, quand même, l'administration de Trump est, même si elle ne donne pas l'impression de l'être, je pense qu'elle est beaucoup plus stratégique que ça sur le long terme. Et notamment le personnage Trump, je crois qu'il veut rester dans l'histoire comme le plus grand personnage, le plus grand président américain. Et si, à la fin de son mandat, c'est le président qui aura changé la face du Venezuela, de l'Iran et de Cuba, peut-être dans les mois ou années à venir, je pense que cette probabilité grimpera. Et aussi, il sait que ces régimes-là sont très proches de la Chine. S'il arrive à les enlever de la sphère de l'influence de la Chine, c'est aussi un point très important. Ça fait partie de son agenda. De l'aspect économique, bien sûr. J'aimerais quand même vous faire réagir. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie parle d'une crise pire que les chocs pétroliers de 1973, de 1979, plus la crise de 2022 réunie. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Dans une certaine mesure, oui, parce que lorsqu'on regarde le choc qu'il y a actuellement, c'est principalement un choc d'offres, où on a perdu une grande partie de la production mondiale. On estime que c'est entre 12 et 13 millions de barils par jour de pétrole, ce qui représente 12 à 13% de la demande mondiale. Alors c'est beaucoup plus en termes de volume
par rapport aux crises des années 70 et puis à la crise de 2022. 2022, par exemple, les prix on était allé jusqu'à 140 le Brent, juste sur la crainte qu'on allait perdre 3 millions de barils par jour de pétrole russe. Au final, on en a perdu juste 1 million en l'espace d'un mois, et puis c'est vite revenu. Donc, évidemment, je pense que c'est vrai, en termes de choc physique, on est sur une crise beaucoup plus importante. Mais je dirais, ce qui a été rappelé par Alexandre plus tôt, ça a aussi contribué au fait que les pétroles ne montent pas tant que ça, parce qu'on était dans un marché en surplus d'offres. Avant cette guerre, on avait un surplus d'environ 1 500 000 barils par jour. Et ça faisait suite à l'année 2025, on avait aussi eu un surplus relativement équivalent. Donc je pense que ça joue beaucoup. Et si on regarde d'ailleurs sur la guerre, les Iraniens, lorsqu'on regarde la presse, on a l'impression qu'ils sont des grands gagnants de cette guerre. Les Iraniens, avant la guerre et même au début de cette guerre, ils disaient vous allez avoir un pétrole à 300-400 $. Évidemment, le pétrole a monté beaucoup, mais on est très loin de ces attentes-là. Oui, juste, très rapidement. Très rapidement, juste pour revenir sur ça, c'est vrai que c'est là qu'on voit bien que la réponse, si on voit que les banques centrales, comme la BCE l'a dit à plusieurs reprises, pouvaient relever les taux, le gros risque qu'on a, je trouve, en ce moment, et qui est peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'on est tous très focalisés sur la question pétrole, taux, inflation. On repart sur des schémas de boucle comme ceux post-Covid. Le risque, on oublie un petit peu, c'est que c'est le risque de choc sur l'économie. On voit des enquêtes, par exemple, au Japon, très récentes, on voit que 90% des entreprises au Japon considèrent qu'il y aura un impact sur leur activité économique. On voit le moral des ménages au Japon qui a baissé entre février et mars, un rythme qu'on n'avait pas vu depuis la partie Covid. Donc moi, je pense que le sujet dont on va reparler au second semestre, une fois que la situation sera un peu normalisée, c'est plutôt le risque de ralentissement économique et le besoin, à ce moment-là, je pense pour la Fed notamment, pour la Réserve fédérale, de commencer à rebaisser les taux. Pour activer l'économie. Donc le risque, il me semble beaucoup plus économique aujourd'hui, choc sur l'économie, plutôt qu'un risque inflationniste durable. Les deux ne pouvant aller l'un avec l'autre. Mais les conséquences seront beaucoup moins inflationnistes selon moi que ce qu'on a eu post-Covid, et donc pas besoin que les banques centrales fassent autant en termes de mouvements monétaires. Alors on l'a abordé il y a un instant, depuis le début de la guerre, d'énormes transactions ont été enregistrées juste avant les annonces de Donald Trump sur une trêve ou sur une reprise des frappes. D'abord, je vous pose la question à vous, Alexandre Baradès. Est-ce que c'est simplement du flair de certains investisseurs, ou on peut parler de possible manipulation de marché, de conflit d'intérêts ? Il y a un exemple qui est vraiment très frappant, qui est très parlant, et je pense qui relève du délit d'initié. Nous, toute la journée, on est devant nos graphiques, on regarde les volumes, on regarde les différents marchés. Donc le jour dont on parle, c'était il y a une dizaine de jours à peu près, avant que Donald Trump n'annonce que la guerre sera bientôt terminée. Donc c'est des choses qu'il avait déjà rappelé à plusieurs reprises, mais un jour en particulier, c'était un lundi, alors que le pétrole était monté là de $100. Il avait dit, voilà, mi-journée, heure française, le conflit bientôt terminé, l'opération est un succès, etc. Il avait dit ça aux alentours de midi 15 de mémoire, heure française. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que sur le marché à ce moment-là, 15 minutes auparavant, alors que les volumes, ce qu'on appelle les contrats à terme, c'est-à-dire les futurs sur le pétrole et les indices boursiers, on avait des volumes totalement stables, en fait, les 4-5 heures qui ont précédé. Ensuite, 15 minutes avant l'annonce de Trump, dans des volumes qui s'activent, donc des ordres de vente, donc des gens qui ont shorté le pétrole, c'est-à-dire qui ont fait des paris à la baisse sur le pétrole à ce moment-là, et de l'autre côté, au même moment, au même timing, des volumes à l'achat sur les indices boursiers. Et c'est un moment de la journée où on n'attendait aucune donnée économique, parce que normalement, les calendriers économiques, on les connaît, on sait que tel jour, telle heure, il y a une statistique importante qui est publiée. À ce moment-là, il n'y avait aucune statistique, donc des volumes qui s'activent sur le marché, et 15 minutes plus tard, on voit effectivement le message de Trump qui fait très très fortement décaler le marché. Donc ça, c'est un premier point. Puis un deuxième qui, là, a été rendu public, celui-ci, qui montre bien, parce que je pense que c'est un problème qui est un peu plus endémique à la société américaine, politique notamment, c'est le Financial Times qui avait indiqué que le courtier de Pete Hegseth, donc un courtier qui passe des ordres pour lui, avait essayé de passer des ordres d'achat sur des valeurs de la défense quelques jours avant le lancement de l'opération en Iran. Et ça a été démenti. Le secrétaire à la défense a dit qu'en gros, ils allaient poursuivre le Financial Times, que c'était inadmissible, ce genre de... Les banques n'ont pas passé ces ordres-là par souci de compliance, justement, par souci de risque juridique et de risque d'être accusé d'initié. Donc c'est quand même des choses effectivement qui interpellent. Et puis dernièrement, on sait qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est un peu problématique, parce que quand on va regarder au niveau du Congrès américain, il y a des running gags entre les gens de marché, qui est que par exemple Pelosi ou d'autres femmes ou hommes politiques, quand ils ont fini leur mandat politique, ils étaient nettement plus riches qu'au début de leur mandat, et ça ne venait pas de leur salaire, ça ne venait pas de leur rémunération, de leur prestation. Donc il y a effectivement quand même des vrais débats qui sont toujours ouverts aux États-Unis sur la question de délit d'initié, notamment au niveau du Congrès américain. Alors, en l'occurrence, le député démocrate Richie Torres demande une enquête fédérale. La Maison-Blanche nie toute intervention. Mais miser sur des décisions de Donald Trump peut manifestement rapporter gros. C'est là où finalement cette crise complexe révèle des tas de dysfonctionnements.
qui font que le contrôle humain, on pourrait d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont en train de sortir disant pourquoi la guerre s'est déclenchée à tel moment et de telle façon. Il est assez vraisemblable en tout cas que c'est très très basé sur des analyses IA ou à quel moment l'intervention humaine, et si en plus l'intervention humaine est celle de Trump, on voit le côté erratique du personnage. Donc l'un dans l'autre, on est vraiment sur une espèce d'irrationnel de marché en fait. Alors, qui est d'autant plus paradoxal qu'on parle de la fameuse main invisible du marché qui serait ce rationnel qui, à la fin, rééquilibrerait les marchés. Là, on est en train de voir à quel point ça n'existe pas beaucoup. Par contre, les gens très bien informés... Oui, parce que là, on est plus dans de la porosité entre information et finance. Oui, ça, puis, et bien financier. C'est pas des spécialistes de marché qu'on va pas apprendre que l'information est la clé décisive. Donc, effectivement, il y a un tel irrationnel dans le déclenchement de cette guerre, dans le fait de pourquoi, finalement... Quels sont les objectifs de guerre des États-Unis ? Ils ne sont toujours pas clairement connus. Donc, on subodore que peut-être par rapport à la Chine, etc. Donc, effectivement, il y en a un qui semble relativement évident pour un entourage assez proche, c'est qu'en tout cas, ils ont trouvé un nouveau moyen de gagner, comme ils l'ont fait sur les bitcoins, comme ils l'ont fait sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, globalement, on est quand même sur une plutocratie assez extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont développé des moyens de s'enrichir personnellement à travers des politiques globales qui sont extrêmement choquantes et problématiques, et sur lesquelles on n'a pas beaucoup de moyens d'agir. Y a-t-il d'autres gagnants à cette crise ? On parle beaucoup actuellement de taxer les compagnies pétrolières qui auraient profité de cette crise. Alors, naturellement, les compagnies pétrolières productrices apparaissent comme parmi les grands gagnants de cette crise. Néanmoins, celles qui en fait sont présentes dans la région, elles ont aussi, dans une certaine mesure, souffert un peu de la crise, puisque par exemple, on a beaucoup parlé des profits extraordinaires de Total Energy, la branche trading de Total, qui aurait fait $1 milliard de bénéfices, en gros en pariant sur le fait que le pétrole allait monter. Mais de l'autre côté, Total est en fait le plus grand producteur étranger dans la région du Moyen-Orient, donc ils ont dû baisser leur production fortement. Mais en revanche, les producteurs qui ne sont pas présents dans la région, notamment les producteurs de schiste américains ou les grandes compagnies pétrolières américaines, Exxon et Chevron, elles ont une empreinte moins marquée dans la région du Moyen-Orient. Donc elles sont parmi les grandes gagnantes. Il y a aussi les gouvernements des pays exportateurs d'hydrocarbures, évidemment pas ceux dans la région qui eux souffrent beaucoup, ils exportent beaucoup moins, donc beaucoup moins de rentrées fiscales. Mais par exemple, un pays comme le Brésil, qui est un grand exportateur, un grand exportateur de pétrole, ils se sont permis de réduire les taxes sur les carburants pour que la population souffre moins, parce que de l'autre côté, il y avait des rentrées fiscales plus importantes. Donc celles-ci, elles apparaissent comme parmi les grands gagnants. Puis après, les perdants, vous avez évidemment principalement les économies de l'Asie, qui dépendaient fortement de la région du Golfe Persique pour leurs approvisionnements en hydrocarbures. Et puis je pense aussi, d'une manière assez paradoxale, les grandes entreprises de trading, alors beaucoup ont certainement gagné de l'argent avec le fait qu'il y ait une plus grande volatilité, mais d'autres ont forcément beaucoup perdu, surtout celles qui n'avaient pas vu cette crise venir. Et puis on peut peut-être rajouter aussi une chose, c'est qu'avant la guerre, la Chine était en train de commencer à exporter énormément d'énergie renouvelable dans les pays asiatiques et en fait exporter beaucoup plus que les énergies fossiles américaines. Donc on était dans un basculement qui, sauf extraordinaire, devrait s'accélérer parce que là, la preuve que leur dépendance du pétrole est une catastrophe. Donc il y a aussi probablement derrière cet enjeu-là qui est les États-Unis étaient en train de perdre du terrain sur leur capacité d'exportateur de fossiles au bénéfice de capacités d'exportation de renouvelables de la Chine. Et ça, a priori, à très court terme, ils ont réussi à contrebalancer, certes, comme vous venez très bien de l'expliquer, mais ça peut durer pas très longtemps, en fait. Juste rappeler un point important sur la Chine. L'an dernier, en 2025, ils ont augmenté très fortement leur stockage de pétrole. Ça a augmenté de 100 millions de barils. Et actuellement, on est à 1,2 milliard de barils en Chine, stockés dans les cuves, ce qui représente à peu près 100 jours d'équivalent d'importation totale, pas uniquement à partir du Moyen-Orient, mais d'importation totale. Donc peut-être que la Chine avait vu ce problème arriver, et en tout cas la Chine aujourd'hui est mieux placée que d'autres parce qu'elle possède les plus grandes réserves de pétrole, y compris devant les États-Unis. Avant d'aller en Chine, peut-être face à la flambée des prix du pétrole, on sait que 5 pays européens ont demandé à taxer les super profits des compagnies énergétiques pendant cette crise. Est-ce une bonne idée ? Alors, c'est une idée qui a été testée en 2022 et qui n'a pas vraiment fonctionné. Déjà parce que les phénomènes de taxes nationales
par définition, s'applique à la partie nationale de la fameuse major pétrolière. Et par exemple, dans le cas de Total, les chiffres annoncés au départ, on était sur plusieurs milliards. À l'arrivée, on est en dessous de 100 millions, il me semble, de mémoire. Et donc, comment l'expliquer et qu'est-ce qu'il faut revoir, parce que il faut revoir la profits copie pétroliers de Total ne sont pas réalisés en France. Donc, à partir de là, quand vous mettez un mécanisme de taxe, c'est forcément sur des profits. Et si, surtout pour des multinationales qui organisent en général leurs profits là où ils sont le moins taxés, vous vous retrouvez avec une assiette, en gros, d'imposition qui est très faible. Et les pays qui ont appelé à ça sont des pays qui n'ont pas de major pétrolière. Donc déjà, il y a forcément moins de lobbying pour contrer ça. Mais surtout, ce n'est pas très efficace comme mécanisme. Donc encore une fois, le mécanisme le plus efficace, c'est la transition énergétique. C'est le fait de recourir à des choses qui sont beaucoup moins vulnérables à des crises de ce type-là. Et quand on en arrive, effectivement, 2022, ce n'est pas il y a très longtemps. On est juste il y a 4 ans, et là, on est à nouveau dans quelque chose d'énorme. Et il faut vraiment pouvoir être plus autonome, être plus capable de produire notre propre énergie. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, si on regarde le cas de la France, on a un marché de l'électricité qui, lui, n'a pas beaucoup bougé, alors qu'on nous dit souvent que le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz. Il se trouve qu'en ce moment, on a une surabondance d'électricité et une demande qui stagne parce que l'électrification n'avance pas. Et en fait, il y a un vrai créneau pour les entreprises et pour l'ensemble en fait, des Français pour devenir moins dépendants des crises qui ne vont pas malheureusement s'arrêter du gaz, parce que la crise, il y en aura une autre dans 2 ans, une autre dans 5 ans, c'est à peu près certain. Il faut que l'effort de nos entreprises porte maintenant sur l'électrification, puisqu'on a la chance d'avoir une électricité produite en France en grande partie grâce au nucléaire. Et c'est une façon de s'immuniser en partie contre le choc des prix. Par contre, on ne sera pas immunisé contre le choc d'offres, le choc de demande que vous dites, à savoir que si l'économie mondiale ralentit, nos entreprises auront moins de débouchés. Donc ça, malheureusement, on va le subir dans tous les cas. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment qui doit commencer. C'est-à-dire que là, il y a monté avant la guerre l'idée que l'électrification n'était pas du tout au niveau attendu il y a encore 4-5 ans. Et que donc, on est dans un paradoxe absolu où on produit plus d'électricité qu'il n'y a de demande. Et pourquoi il n'y a pas assez de demande ? Parce que l'électrification des besoins... Alors, on voit d'ailleurs l'impact de la crise, c'est une montée en flèche de la vente de voitures électriques, par définition. Mais c'est... un petit bout, là aussi, au terme industriel, c'est sûr que la notion, les modèles économiques d'électrification sont bien sûr différents s'il y a une crise de ce type. Juste préciser, parmi nos membres, on a des entreprises du tertiaire, des entreprises industrielles. Électrifier le secteur tertiaire, c'est relativement facile, puisqu'en fait, c'est des usages chauffage que vous passez en pompe à chaleur, ou des usages transport que vous passez en voiture électrique. Électrifier l'industrie, c'est plus complexe parce que ça dépend beaucoup des process de chaque industrie. Il y a du gaz qui est utilisé comme matière première, il y a du gaz qui est utilisé pour du chauffage à haute température sur lesquels on n'a pas forcément des solutions qui existent techniquement ou en tout cas qui sont rentables. Et donc, une solution idéale, ce serait d'accélérer l'électrification du tertiaire et laisser à l'industrie, le temps qu'elle puisse s'organiser, en priorité le gaz dont elle a vraiment besoin et qui doit rester accessible à des prix compétitifs. Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement qui présente actuellement son plan justement d'électrification ? Alors, on attend plusieurs types de mesures. Ce qu'on attendrait notamment, c'est de la visibilité sur les prix de l'électricité. Parce que quand vous électrifiez, vous vous engagez dans un achat d'un équipement qui va durer 20-25 ans. Vous savez, il y a le CAPEX et l'OPEX. Le CAPEX, c'est l'achat de l'équipement. Et l'OPEX, c'est le prix de l'électricité que vous allez payer pendant ces 20 ans. Aujourd'hui, l'électricité n'est pas chère, mais si on se rapporte à 2022, l'électricité avait été multipliée par 20, même plus, elle coûtait 1 000 € du mégawattheure au lieu de 50 d'habitude. Et donc, les chefs d'entreprise ont toujours ça en tête. Ils se disent, OK, maintenant, si on quitte notre dépendance au gaz pour la dépendance de l'électricité, mais qu'il y a une nouvelle crise et qu'on n'a pas de mécanisme qui nous protège contre ces hausses, c'est difficile. Donc c'est ça qu'on attend notamment du gouvernement, c'est un mécanisme de stabilisation des prix de l'électricité sur le long terme. En fait, c'est l'idée qu'un gouvernement, quel qu'il soit, français ou pas, ait une vision de long terme. Et en fait, ce qu'on a perdu dans les dernières crises, c'est qu'on est sur... c'est pour ça qu'il y a l'obsession du prix de la pompe, parce que ça concerne le consommateur. Directement, certes, mais en fait, on ne peut pas gérer une crise de cette ampleur-là en regardant juste le nombre de centimes du prix de l'essence. Il faut vraiment avoir une vision plus globale à l'échelle des besoins industriels, etc. Et c'est vrai que la difficulté on parle beaucoup de l'instabilité fiscale pour les entreprises, mais l'instabilité, elle est globale aujourd'hui. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne depuis 2022 ? Une espèce de tétanie générale
qui est comment je vais faire un investissement sur 25 ans si je n'ai pas la moindre visibilité sur comment je le rentabilise. Déjà, le modèle sur lequel je le rentabilise. Vaste question. Et donc, on crée, et c'est là où on sent bien que le gouvernement, c'est même pas une question de couleur politique, c'est vraiment une question de capacité à projeter ce que font des chefs d'entreprise, des horizons à 2, 3, 5, 10 ans, parce que c'est ça dont on a besoin pour investir dans les infrastructures adaptées aux crises que l'on connaît à l'heure actuelle. Alexandre Baradez, précisément, les investisseurs, est-ce que l'heure n'est pas venue d'investir dans le renouvelable ou c'est encore le fossile qui domine? Non, c'est toujours l'heure, et c'est d'autant plus l'heure, je vais dire. C'est un langage un peu boursier, mais si on se souvient bien, les actions du secteur des renouvelables en bourse avaient connu une phase d'euphorie post-Covid. C'était vraiment, il y avait une espèce de bulle comme ça s'était créée. Tout le monde voulait acheter des actions des renouvelables. Et puis ça a explosé en 2022 quand les taux des banques centrales sont remontés. Tout ce secteur en bourse est allé à la casse avec des valorisations extrêmement faibles. Et depuis quelques mois, avant la crise en Iran déjà, depuis quelques mois, ça repartait. Donc je dirais que d'un point de vue boursier pur, d'un point de vue financier, et d'un point de vue probablement aussi stratégique pour certains pays, mais déjà d'un point de vue boursier, on retrouve aujourd'hui des très belles valeurs du secteur des renouvelables en Europe notamment, qui ne sont pas extraordinairement chers. Et donc oui, c'est une piqûre de rappel qu'un secteur un petit peu délaissé depuis 2-3 ans peut retrouver assez rapidement des couleurs. Ouais. C'est un secteur d'avenir. En tout cas, J'en attendais pas moins de vous, Anne-Catherine Husson-Traoré. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché pour IG France. Humayun Falakshani, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler. Anne-Catherine Husson-Traoré, experte en finances durables. Franck Rubanovic, président du CLE, association de grandes entreprises fortes consommatrices d'électricité et de gaz. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.